Et j'ai mon membre opérationnel de soute derrière qui m'annonce qu'il a le visuel d'une moto en déplacement rapide avec deux hommes dessus. En se rapprochant, donc là on les voit qui s'arrêtent, zigzag, commencent à partir un peu dans tous les sens. Le pilote arrive dessus et là il jette la moto directement et il commence à partir. Hélicast, le podcast de l'aviation légère de l'armée de terre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Hélicast. Aujourd'hui nous sommes avec le commandant Guillaume qui a été commandant d'unité Caïman. On va parler d'une de ses expériences en mission, de son parcours plus généralement dans l'aviation légère de l'armée de terre. Bien, bonjour, je suis le commandant Guillaume. J'ai été commandant d'unité au sein d'une escadrille Caïman. J'ai servi au 5e RHC pendant une dizaine d'années et maintenant je suis affecté au Comalat, au bureau études et réglementation RH. Donc vous parlez d'un Caïman, qu'est-ce que c'est précisément ? Alors précisément, je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques. Un Caïman, c'est un hélicoptère de manœuvre et d'assaut. C'est la dernière génération d'hélicoptères de manœuvre et d'assaut dont a été dotée l'armée de terre. Il peut servir à de nombreuses missions. Donc on parle en général de transport de troupes, mais on ne fait pas que du simple transport de troupes. On fait de la logistique, des évacuations médicalisées et plein d'autres missions. C'est un outil multifonction pour l'armée de terre et pour la LAT. Donc, pour commencer, vous étiez commandant d'unité pendant l'expérience dont vous allez nous parler. Qu'est-ce que vous êtes amené à faire en tant que commandant d'unité ? En quoi ça consiste exactement ? Alors, commandant d'unité, comme le dit le terme, c'est commandant, donc on commande des hommes. On va faire la répartition des missions, on va vérifier que la mission ait bien été comprise. On gère un petit peu tout ça de manière à ce que l'unité puisse réagir au mieux à toutes les missions qui lui sont demandées. D'accord. Et quand vous êtes en vol, parce que votre mission c'est de coordonner un peu tous les hélicoptères ensemble, qu'est-ce que vous faites exactement ? Alors en vol, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a différentes qualifications. Donc il y a le pilote qui est là pour piloter, le commandant de bord qui commande sa machine. Au-dessus du commandant de bord, on a des chefs de patrouille. Donc, le chef de patrouille, lui, va commander 3 hélicoptères en vol. On peut commander une patrouille, ce qu'on appelle mixte, c'est-à-dire avec de l'hélicoptère d'attaque ou de l'hélicoptère de manœuvre. Au-dessus, le commandant d'unité, lui, va commander des patrouilles. On peut aller jusqu'à un peu plus d'une dizaine, une douzaine d'aéronefs en vol. Et il va commander ses patrouilles. C'est-à-dire qu'on ne commande pas hélicoptère par hélicoptère. On a nos chefs de patrouille qui sont sous nos ordres. Et on va donner les ordres directement aux chefs de patrouille pour qu'ils puissent réagir selon les ordres tactiques qu'on va leur donner. Alors, vous allez nous parler ensuite de votre expérience au Sahel en 2021. Vous partiez pour une mission ravitaillement et vous êtes tombé sur un élément d'un GAT, un groupe armé terroriste. Que s'est-il passé exactement ? Alors exactement, c'est une mission qui à la base est simple. Pour résumer, donc en début d'après-midi, je reçois la mission d'aller ravitailler une unité qui est en train de se désengager. Il y avait une grosse mission au sud de notre base, et les unités sont en train de remonter les unes après les autres vers la base principale. Je prends contact avec l'équipage Tigre qui m'est confié pour la mission. Donc je pars en tant que chef de patrouille. Donc j'ai mon hélicoptère de manœuvre, Caïman, et un hélicoptère Tigre en escorte, qui va me permettre de me sécuriser pendant mon trajet et sur la zone d'action. Je prends des éléments au niveau de la cellule renseignement qui m'indique que dans ce secteur, il y a différents couloirs de mouvement donc des GAT, comme vous disiez au début, donc les groupes armés terroristes. Donc faut pas s'imaginer des autoroutes qui sont chargées de voitures et de motos, hein. Il y a très peu de routes dans le secteur où je vais évoluer. C'est principalement des pistes ou alors parfois même c'est du sable, hein, avec quelques traces de motos ou de voitures, mais c'est pas très identifiable. Donc je sais qu'il y a des couloirs, mais après pour l'identifier c'est pas forcément évident. Et tout est bon, on décolle, il est de mémoire à peu près 16h, 16h30, donc il fait encore jour. La nuit tombe relativement tôt là-bas, hein, mais il fait encore jour, donc pour nous tout est clair. Le décollage se fait, le trajet se passe bien, on arrive sur la zone et j'envoie le Tigre prendre la liaison directement avec les troupes au sol qu'on doit appuyer. Pendant ce temps, moi je me mets en zone d'attente, ce qu'on appelle une zone d'attente. Donc on fait on va dire des zigzags avec la machine. Donc on est en vol tactique, hein, on n'est pas très haut, on est à peu près entre 5-10 mètres de vol. Et j'ai mon membre opérationnel de soute derrière qui m'annonce qu'il a le visuel d'une moto en déplacement rapide
avec 2 hommes dessus. Bon, j'ai l'information que c'est un couloir de déplacement des groupes armés terroristes. Et je dis à mon pilote, écoute, tu vas te rapprocher, on va voir comment ils réagissent. Et en se rapprochant, donc là on les voit qui s'arrêtent, zigzag, commencent à partir un peu dans tous les sens. Je suis pas collé à eux, mais on voit qu'ils n'ont pas l'air très sereins. Donc au final, le pilote arrive dessus, et là il jette la moto directement, et il commence à partir. Donc il y en a un qui part dans une direction qui est boisée, donc en fait au bout de 30 mètres je perds visuel sur lui. Par contre le deuxième, lui, reste un petit peu en plein découvert, pas trop savoir quoi faire. Donc on reste sur cette position. Et à partir de là, moi, je contacte le Tigre, qui lui est en cours de sécurisation de la base opérationnelle avancée. Donc, je lui dis pour le moment, on part sur autre chose. On arrête la mission ravitaillement. Moi j'ai visuel sur des hommes qui sont en fuite. Ça a pas l'air d'être très clair. Donc vois avec les troupes au sol s'ils ont la possibilité de détacher un élément pour aller fouiller la zone. Si l'individu qu'on a en joue à ce moment-là reste, bah, comme ça ils peuvent aller contrôler. Et à minima pouvoir aller contrôler la moto, voir ce qu'il y a dedans. À partir du moment où tout est calé, je demande au Tigre de partir, de revenir sur ma zone, de me rejoindre. Je lui donne tous les éléments. Lui a toujours visuel sur un personnel, mais qui commence à se déplacer et qui au final partira dans les forêts aussi. Donc moi je fais ma mission de logistique, on débarque tout. Je reviens à hauteur du Tigre. Alors quand je dis à hauteur, c'est pareil, je me mets en zone d'attente, mais de manière à avoir la liaison avec lui. J'ai la liaison avec les troupes au sol. Et je lui demande ce qu'on appelle le playtime, c'est-à-dire le temps qu'il va pouvoir rester sur zone avant d'entrer sur base. Donc là, à partir de ce moment-là, je dis au Tigre, tu passes avec eux en fréquence, tu les appuies. Par contre, à partir de tel moment, il faudra décrocher. Donc moi, au bout d'un moment, je dois décrocher. Lorsque les éléments sont arrivés, donc ils n'ont jamais retrouvé les 2 individus. Il faut voir que c'est très boisé, hein, en période de pluie. Donc tout est vert, tout est boisé dans le secteur. Par contre, en fouillant la moto, ils ont réussi à retrouver pas mal de documents, du matériel, euh, qui a permis d'identifier justement ce véhicule et donc le personnel qui était dessus comme appartenant à un groupe armé terroriste. Le risque, en fait, quand on a des gens qui sont en train de remonter, avec des gros convois qui sont en train de remonter à travers le désert, c'est dans un premier temps d'avoir ce qu'on appelle des sonnettes, donc des gens qui vont observer le convoi de loin. Donc, ça paraît anodin en fait, euh, mais ils peuvent renseigner leurs supérieurs pour donner une direction générale, un axe de déplacement, et ils peuvent très bien leur placer des engins explosifs improvisés sur leur trajet retour. Voilà, ça peut être des sonnettes, ou alors ça peut être des gens équipés de matériel pour poser des engins explosifs. Voilà, on peut avoir de tout. Ça peut être des convois de motos parfois, où ce sont des combattants armés. Là, en l'occurrence, ils ne sont pas armés. Donc c'est pour ça que l'action est assez limitée. Moi, je vais pas leur tirer dessus. Je vais pas. Voilà. Donc ça, c'est notre rôle aussi de savoir ce qu'on a le droit de faire et pas le droit de faire. Là, en l'occurrence, pas d'armement, pas d'attitude agressive. Je vais pas leur tirer dessus. Tout ce que je peux faire, c'est essayer de les contraindre, essayer de les bloquer le maximum de temps pour pouvoir les contrôler après par les unités au sol. C'est tout ce que je peux faire. Merci pour ce partage d'expérience très concret. Maintenant, j'aimerais, si vous le voulez bien, vous demander qu'est-ce que vous ressentez pendant un vol. Je suppose que ça doit amener des sensations complètement différentes de ce que vous ressentez dans la vie de tous les jours. Et qu'est-ce que vous ressentez avant et pendant un vol? Alors avant un vol, bon, il y a toute la phase de préparation avec tout le sérieux qu'on peut y apporter, et c'est extrêmement calme. Mais à partir du moment où on déclenche la mission, il y a tout de suite ce petit pic d'adrénaline dès la mise en route. Les turbines commencent à vrombir, les pales tournent, et on voit les camarades qui passent devant nous avec ces belles machines, et c'est vrai que ça donne des frissons de voir tout ce beau matériel, cette démonstration de puissance dès la mise en route. En vol, c'est un petit peu pareil en fait quand on est en patrouille, ou quand on est sur un gros module. Cette sensation de puissance, alors puissance maîtrisée, hein, mais une sensation de puissance, le plaisir de voler, le plaisir d'être en l'air, les sensations que ça peut apporter au niveau de tous les sens, c'est formidable. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours? Comment est-ce que vous avez intégré la LAT? Est-ce que vous connaissiez l'institution avant de l'intégrer ou est-ce que vous l'avez découvert par hasard?
Alors, on va parler déjà armée de terre avant de parler à latte. Comment j'ai intégré? Alors, j'étais pas le meilleur élève à l'école. Donc voilà, au collège, j'étais très très moyen, on va dire, aux grandes dames de mes parents. Et puis j'ai rencontré par hasard quelqu'un qui était dans l'armée, qui m'a fait découvrir, et ça semblait correspondre à ce que je cherchais. Ce côté à la fois humain, aventurier, voilà, ça me semblait pas mal. Il m'a parlé des lycées militaires, je me suis dit tiens pourquoi pas. Donc j'ai tenté, bon première fois, vu mon niveau scolaire, forcément je me suis planté. J'ai retenté l'année d'après, mais avec la petite différence que j'ai commencé à travailler, donc forcément ça allait mieux. Donc voilà, j'ai pu intégrer un lycée militaire, j'ai passé 2 ans là-bas, j'ai fait ma première terminale là-bas. Ça m'a permis de découvrir le milieu militaire. Alors c'est pas un régiment, hein, mais ça permet quand même de voir cette rigueur et puis cet esprit de camaraderie aussi qui perdure toujours d'ailleurs, hein. Ensuite, je suis parti à la fac pour prendre des diplômes, parce que oui, j'avais toujours le désir d'intégrer l'armée, mais si pour raison X ou Y je ne pouvais pas intégrer, c'était quand même mieux d'avoir un peu de bagage. Donc je suis parti à la fac, j'ai passé une licence. Après ma licence, je suis rentré à Saint-Mexan. J'ai pas réussi le concours officier, il y a un concours officier niveau licence, mais j'ai pas réussi, donc je suis rentré à Saint-Mexan dans la spécialité artillerie. Et j'ai été affecté donc au premier AMA, qui a été dissous depuis, mais affecté au premier AMA en tant que chef de pièce. Bon, voilà, j'ai fait mon temps de chef de pièce en unité. J'ai vraiment apprécié cette période en tant que sergent, chef de pièce, chef de groupe sur les missions. Euh, L'aspect humain que j'ai toujours cherché, là je l'ai réellement trouvé, parce qu'on commande des hommes, on vit avec eux tout le temps. Et c'est vraiment valorisant de progresser soi-même, mais de voir aussi ces hommes progresser. Ma batterie a dû partir en Afghanistan. Mon commandant d'unité m'a reçu avant et m'a dit tu ne pars pas avec nous, tu vas présenter le concours de l'EMIA, l'école militaire interam. Donc c'est un concours interne qui permet de passer officier. J'ai eu le concours du premier coup, je suis rentré à l'école militaire interam et pour moi j'étais parti pour réintégrer l'artillerie. Est venu le moment où les tests pour la latte sont arrivés. Donc moi ce qu'il faut savoir c'est que quand j'étais à Saint-Mexan, j'avais déjà passé les tests pour la latte, quand j'avais déjà intégré Saint-Mexan, parce qu'ils étaient en manque de pilotes, et à l'époque les pilotes, il y avait un recrutement sous-officier. Pour moi je pouvais pas repasser les tests, vu que je les avais passés une fois, ils m'ont dit si tu peux. Bon, j'y suis plus détendu que quand j'étais à Saint-Mexan, je me suis peut-être moins mis la pression, peut-être plus de maturité aussi. Bon, toujours est-il que j'ai réussi les tests. Et donc, après l'école militaire interim, j'ai intégré la LAT. Très bien. Vous avez eu un très beau parcours. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller pour quelqu'un qui nous écoute et qui voudrait intégrer l'aviation légère de l'armée de terre? Alors, pour quelqu'un qui veut intégrer l'aviation légère de l'armée de terre, je parle déjà de l'armée de terre en général, ça va être de se préparer, de se renseigner, pour les plus jeunes, de travailler un maximum à l'école dans tous les cas, et ensuite de ne pas hésiter. Parce que, alors c'est mon avis personnel, hein, mais pour moi l'armée m'a offert énormément, m'a fait découvrir énormément de choses que je n'aurais pas pu découvrir de moi-même si je n'étais pas entré dans l'institution. Pour quelqu'un qui veut intégrer la LAT, alors la LAT c'est pas que des pilotes, hein, il y a énormément de métiers. Donc déjà se renseigner sur tous ces métiers. Il y en a une multitude, on est tous interdépendants. Il n'y a pas de pilote s'il n'y a pas de tour de contrôle, il n'y a pas il y a pas de vol si on n'a pas de pompier, il y a des préparateurs mission, il y a des transmetteurs, voilà, j'en oublie, c'est pas, faut pas qu'ils s'en offusquent, hein, mais je ne peux pas citer tout le monde. Et voilà, la LAT c'est énormément de spécialités, donc déjà se renseigner sur toutes les spécialités, il y en a forcément une qui peut correspondre. Ces spécialités qui sont très techniques, donc si les gens aiment l'aspect technique et l'aspect humain, qu'ils n'hésitent pas à venir chez nous. Très bien. Et enfin, dernière petite question. Qu'est-ce qui fait selon vous l'ADN de la latte? Selon moi, l'ADN de la LAT, c'est l'humain. L'humain, pourquoi? Parce que quand on est en équipage, c'est des petites équipes. Voilà, on est deux pour les hélicoptères d'attaque. Pour les hélicoptères de manœuvre, très généralement, on est quatre, on vit à quatre. Mais en fait, on n'est pas que quatre.
parce qu'on a des contrôleurs aériens avec qui on est en liaison tout le temps, parce qu'on a nos préparateurs mission, parce qu'on a les autres équipages, parce que voilà, donc c'est très humain comme arme. Et il y a une relation de confiance que j'ai pu trouver dans la latte qui est vraiment particulière. Chacun est spécialiste dans son domaine et on ne peut pas tout contrôler à notre niveau. Donc il y a une connexion entre chacun dans l'équipage et même en dehors, hein. On a des maintenanciers qui travaillent sur nos machines. Quand on monte dans la machine et que les maintenanciers nous disent elle est bonne, c'est qu'elle est bonne. Donc, euh, donc voilà. Voilà, je vais pas parler de toutes les spécialités non plus, mais il y a une interdépendance, une interconnexion, un aspect humain qui est hors du commun. Merci mon commandant pour ce partage d'expérience. Merci à vous qui nous écoutez et qui prenez le temps de vous intéresser à ces parcours. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, YouTube, DevTube et le site de la LAT. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode sur Helicast, le podcast de la LAT. À bientôt.